bonjour à tous. Bon, je suis assez ému d'être là parmi vous. Non pas que vous soyez déroutés par mon accent ch'ti et que si je berlaffe trop, vous allez me prendre pour un babache. Non, je suis un peu ému parce que pour la première fois dans l'auditoire, il y a ma fille. Et donc, ma princesse, je t'aime et je suis très fier que tu sois là. Donc effectivement, je suis médecin anesthésiste réanimateur à la maternité Jeanne de Flandre. Et on m'a demandé de faire en 20 minutes les anesthésies périmédulaires. Excellent, on fait des bouquins entiers sur le domaine et moi je vais vous parler en 20 minutes. Donc on va faire concentré comme on dit, et puis on va faire aussi, j'espère, intéressant. Et puis bon, j'aime bien raconter des histoires, donc vous allez voir, normalement ça devrait le faire. Donc si on fait très didactique, bon voilà, qu'est-ce que c'est que les anesthésies périmédulaires? Donc c'est les anesthésies loco-régionales qui sont réalisées par l'injection d'un anesthésique local dans l'espace sous-arachnoïdien, entraînant un blocage des racines nerveuses, sensitives, motrices et sympathiques. Alors je pense que depuis que vous avez commencé votre internat, vous avez sans doute vu ou fait une rachie, une péri, qui sont dans quand même le quotidien de notre exercice d'anesthésiste réanimateur. C'est sympa parce que c'est des anesthésies fiables et efficaces. Et puis bon voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on aime beaucoup. Alors, je vais faire un peu d'anatomie, mais un tout petit peu. Hein. Vous êtes quasiment plus performant que moi en anatomie parce que vous êtes jeune et motivé. Vous savez très bien que la moelle, eh ben, c'est quelque chose de très particulier et que ce qui nous intéresse dans les anesthésies périmédulaires, c'est le fait que la moelle s'arrête en L1, L2. Alors ça, c'est dans les livres, hein, mais c'est pas toujours aussi vrai qu'on peut le dire. L'échographie qu'on utilise maintenant nous apporte la preuve que c'est pas toujours aussi vrai. Mais le fait que la moelle s'arrête en L1 L2, ben, vous savez très bien qu'ensuite il y a le filum terminalé et que les techniques périmédulaires et typiquement l'arachie, ben, on va pouvoir aller injecter dans le liquide céphalorachidien des médicaments sans avoir de risque de toxicité sur la moelle puisque normalement la moelle n'est plus là. Et on voit très bien qu'entre une moelle, qu'entre un espace vertébral L4 et la vertèbre C7, effectivement, bon bah là on est un peu embêté, alors que là on peut y aller franco. Cette moelle épinière que vous connaissez avec les méninges, je suis dans le carré, je suis pas dans le carré, voilà. Putain, je bouge trop déjà. Là, ces trois méninges avec la pimère, l'arachnonide et la durmère, on va décrire l'espace péridural et c'est très intéressant parce que finalement cet espace péridural, quand on regarde bien, il peut diffuser, on va faire diffuser à gauche, on va faire diffuser à droite, on va faire diffuser en haut, on va faire diffuser en bas, devant, derrière. On va pouvoir entourer les méninges sans pénétrer dans la cavité, sans pénétrer dans le liquide céphalorachidien, et ça c'est intéressant pour nous, alors que quand on est dans l'espace sous-arachnoïdien, on est directement dans le LCR, et là on va avoir une anesthésie de contact et pas une anesthésie de diffusion, et pour moi c'est le message le plus important, je vais le répéter à plusieurs reprises, c'est vraiment ce qui fait la différence entre une anesthésie péridurale et une rachianesthésie, ou une rachianalgésie ou une analgésie péridurale, c'est ce fait qu'on soit ou dans la moelle, dans le liquide céphalorachidien, en contact directement avec la moelle, ou dans un espace de diffusion, ou à l'endroit où on va injecter le médicament, il n'y a pas de racine nerveuse. Alors voilà, donc j'aime bien cette diapo qui est un dessin, mais l'espace péridural est ici, c'est un espace cellulo-graisseux, et donc quand on va faire une anesthésie péridurale, on voit bien qu'on va aller bloquer les racines nerveuses, mais en étant à un endroit, donc c'est une anesthésie de diffusion. Donc le volume injecté va avoir une importance. C'est la seule technique de loco-régional où le volume va avoir une importance. La position du cathéter aussi, est-ce qu'il est bien placé, pas bien placé, il est à gauche, il est à droite, il est trop long, il n'est pas assez long. Alors, et la pression d'injection, puisque quand vous allez injecter votre médicament, eh ben vous allez devoir lutter contre cet espace cellulo-graisseux et faire se diffuser autour de la graisse et surtout autour des vaisseaux. Inversement, quand on fait une rachianesthésie et qu'on est, alors bon, vous imaginez qu'il n'y ait pas la moelle et qu'il y ait le liquide céphalorachidien, vous venez avec votre aiguille ici, c'est vraiment une anesthésie de contact. Donc là, ce qui va être important, c'est la dose injectée, combien de médicaments je mets, puisqu'il va falloir mettre de la poudre de perlimpinpin pour que ça marche. La position du patient va avoir un effet parce que le liquide céphalorachidien, il bouge, donc c'est du volume. Et je dirais que là, pour le coup, la pression d'injection n'a pas d'intérêt, voire même, il faut plutôt être doux, injecter de façon calme et tranquille, parce que s'il y a une racine nerveuse dans le coin, ben, au moins quand on injecte... Et vous voyez, donc c'est deux façons différentes de faire une anesthésie.
loco-régional, périmédulaire, mais avec des variations qui sont très importantes entre les deux techniques. Alors, la question qui se pose toujours, c'est pourquoi une anesthésie périmédulaire? Et vous allez voir, dans notre pratique d'anesthésiste, globalement, milieu du 19e siècle, on découvre l'anesthésie générale, bon, un peu à la va comme je te pousse, hein, voilà, l'éther, le méopa. Fin du 19e siècle, arrivent les techniques périmédulaires, les rachi-anesthésies. Et puis, bon, c'est un peu laborieux, c'est un peu avec des gros pieux qui vont donner des céphalées, qui vont donner des problèmes. Milieu du 20e arrive l'anesthésie générale, et alors là, on intube les patients, on les ventile, c'est génial, c'est extraordinaire. Et les techniques de loco-régional tombent un peu en désuétude. Et finalement, vous arrivez à une époque où on s'aperçoit que de faire les deux, c'est pas forcément négatif, c'est pas forcément un problème. On peut faire une péridurale et endormir un patient. On peut faire une rachianesthésie, mais faire une sédation, parce qu'on sait très bien qu'il faut aussi que le patient ne soit pas comme ça, attendre que ça se passe, et qu'il faut peut-être aussi le déstresser. Et donc, cette association des deux techniques fait qu'on a vraiment optimisé nos prises en charge. Parce que le but du jeu, c'est effectivement la douleur, la chirurgie, l'agression chirurgicale. Mais pas que. Pas que. En obstétrique, typiquement, aussi, les dames sont anxieuses, stressées. Et vous voyez bien que dans votre pratique médicale, l'inconfort, le stress d'une salle d'intervention pour un patient, c'est aussi quelque chose dont il faut tenir compte. Éléments médicamenteux. Voilà, on a connu l'âge d'or de la morphine et des morphiniques. Hein, le Sufinta que vous utilisez tous les jours, 1992, donc c'est assez récent. Mais alors on en a fait des tonneaux. Puis on s'aperçoit avec le temps que l'épargne morphinique c'est quand même intéressant. Et là, on a du revival, revient à l'ordre du jour des médicaments qu'on avait un peu laissé tomber, les anesthésiques locaux. Et les anesthésiques locaux, c'est notre cœur de métier dans l'anesthésie périmédulaire. Alors comment ça marche? Vous le savez, hein, on va bloquer les racines nerveuses. Et c'est intéressant parce que effectivement, ça nous permet de faire moins de morphine et donc d'avoir de la réhabilitation, qui est un peu un des maîtres mots de notre pratique. Alors, je vais revoir rapidement cette histoire de douleur. Hein, définition de l'OMS, j'insiste toujours moi à chaque fois, expérience émotionnelle. La douleur, c'est une expérience émotionnelle. Voilà, il ne suffit pas de donner un antalgique, ça ne suffit pas, ça ne suffit plus. L'ascenseur émotionnel, le patient quand il vient au bloc, bon, est-ce qu'il vient pour une prothèse de hanche et là le bénéfice ça va être génial à la sortie, ou est-ce qu'il vient pour un curetage parce que c'est une fausse couche hémorragique? Voilà, vous allez faire une rachie dans les deux situations? Pas forcément. Alors que vous dites, mais si, ça marche, la rachie, ça bloque, tout ça. Non. L'ascenseur émotionnel, le patient, il est triste, il est confiant. Et puis, cette approche multimodale qu'on connaît, la bienveillance, ça passe par la bientraitance, et ça passe par des attitudes. Il ne suffit pas de faire un geste opératoire, il ne suffit pas d'avoir une technique d'anesthésie, dans quel contexte on le fait? Voilà, madame, je vais vous faire la péridurale, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer, je pique, voilà, vous allez sentir des décharges dans les jambes, ça va être terrible, mais je suis là. Ça suffit pas, ça. Il faut changer son discours, il faut être plus empathique pour effectivement amener une technique médicale que vous allez maîtriser, c'est le début, mais rassurez-vous, ça va venir, et le savoir-être que vous allez devoir mettre pour faire accepter la technique par le patient, et puis pour la faire dans de bonnes conditions, parce que la bienveillance, ça passe aussi par une attitude. Alors on revient sur la moelle. Bon, ok, on a compris, il faut bloquer les racines nerveuses. Ok, alors quand on bloque les racines nerveuses, on a des scores. On a des... Voilà, on fait les EVA pour la douleur. Bon, pour l'anesthésie loco-régionale, on a le score de Bromedge, canadien. Voilà, quand le patient il peut plus bouger, il a un stade 1. Quand il peut encore bouger et qu'il sent bien, il a un stade 4. Bon. On a un Bromedge modifié que vous avez là. Voilà, ça c'est un élément pour, finalement, pas tellement pour parler avec le patient, mais pour parler entre nous. Voilà. Le VA est à combien? Le Bromedge est à combien? Tu as injecté combien? Ces fibres nerveuses, le fibre nerveuse. Et ce qui est génial dans notre pratique médicale, c'est que les anesthésiques locaux, c'est des médicaments extraordinaires. Vieux, anciens, extraordinaires. Vous avez votre canal sodique là, vous devez le bloquer. Bon,
Alors moi je dis toujours, hein, voilà, c'est vrai, il faut bloquer le canal sodique. Hop, la lessique locale, c'est comme le bouchon de champagne. Ça vient dessus, et ça bloque. C'est facile, c'est simple. Ça reste pas dans le temps. Tout à coup, le bouchon de champagne, hop, il saute et il s'en va. Et le canal sodique, il revient comme avant. C'est une invention extraordinaire. Il vient, il bloque, il s'en va, ça revient comme avant. Et puis c'est tellement extraordinaire que, on va dire que les racines nerveuses qui sont les plus sensibles aux anésiques locaux, c'est celles qui sont amyélinisées petites. Il faut moins de molécules et puis il n'y a pas la myéline qui nous gêne. Comment sont les fibres de la douleur? Elles sont petites et amyélinisées. Bah, jackpot. Voilà, tous les jours en anesthésie obstétricale, on fait des péridurales à des femmes enceintes pour bloquer que ces racines-là. Les fibres motrices qui sont grosses et myélinisées, bah, il faudra mettre plus de doses, il faudra mettre plus de volume, il faudra être plus efficace sur la motricité. Et on voit là l'anesthésie versus l'analgésie. L'analgésie, on s'occupe que de celle-là. La motricité, l'anesthésie, c'est plus compliqué. Alors on a fait les fibres sensitives qui sont entre deux. Bon, je vous passe les détails. Ce qui est important, c'est que quand on teste une corrégionale périmédulaire, c'est le chaud et le froid qui vont être pertinents. La sensibilité, c'est très 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 subjectif. Le chaud et le froid, c'est objectif. C'est chaud, c'est froid. Seul petit problème, seul petit souci qui fait un peu les limites de nos techniques, qu'est-ce que c'est? C'est les fibres sympathiques. Parce que les fibres sympathiques, elles sont petites et elles sont amyélinisées. Donc les anésiques locaux vont être sensibles sur ces fibres-là. Et ces fibres-là, qu'est-ce qu'elles donnent quand on les bloque? Des hypotensions. Le système sympathique, c'est celui qui permet à moi là d'être tonique devant vous. Quand j'aurai fini, je me reposerai et... Ok? Donc, un point positif, c'est qu'on peut varier le niveau de blocage. Point négatif, c'est qu'on va bloquer très vite des fibres qui sont un peu fragiles pour nous ou qui risquent de créer de l'hypotension. Donc j'ai mis les effets de la loco-régionale, vous allez voir ce que ça donne. Bon, c'est le catalogue Prévert. Retenez le plus important, c'est que les anesthésies périmédulaires donnent des hypotensions constantes. Alors elles vont être variables en fonction de la dose que vous allez mettre, elles vont être variables en fonction du patient, bien sûr, mais elles sont constantes. Et on voit, j'entendais tout à l'heure, ça parlait de déchocage et de patients en choc hypovolémique. Bon, bah, vous voyez très bien que l'hypovolémie, c'est pas très bon pour les anesthésies périmédulaires. Donc le politro, il ne faut pas penser à lui sauter dessus pour lui faire une péridurale dans un premier temps. L'âge va être un facteur de difficulté puisque bah, plus on est âgé, plus on est fragile d'un point de vue cardiovasculaire. Et puis il y a d'autres paramètres, typiquement l'anesthésie générale, la compression veineuse, dans des situations où l'hémodynamique peut être perturbée. Mais c'est quelque chose à avoir toujours en tête. L'hypotension, elle est constante. Et elle va dépendre du nombre de métamères qu'on va bloquer. Alors j'aime bien cette diapo parce que quand on est étudiant et qu'on nous fait L1, S1, S5, mais c'est bizarre comment ça marche, les dermatomes, les métamères. Mais en fait, il faut penser que nous avons été des animaux à quatre pattes. Et qu'effectivement, les lignes métamériques, ben, elles sont plus faciles à comprendre quand on est à quatre pattes que quand on est debout. Et on voit bien que, en fonction du niveau, ben, au plus vous allez bloquer de métamères, au plus vous allez bloquer de fibres sensitives, sympathiques, et au plus vous allez avoir d'hypotension. Bon. Donc, voilà comment on peut se repérer. Voilà. Bon. La ligne des mamelons, T4. Facile. L'ombilique, T10. Bon, bah déjà, vous avez déjà bien repéré votre espace. Bon, après, on peut rajouter des subtilités. Le bord latéral du poignet, c'est 6. Le bord médial du poignet, c'est 8. Mais le pli laine, T12. Honnêtement, T4, T10, c'est les deux grands repères. Donc, sur une césarienne, par exemple, bon, on doit monter en T4. Notre niveau d'anesthésie, ça doit être T4 pour une césarienne. Donc, vous imaginez l'hypotension que ça génère. Bon, on a ce qu'il faut, rassurez-vous, on est moderne. Bon, une chirurgie du pli inguinal, T10, ça va suffire. T10, c'est l'ombilique. Donc, importance du niveau de notre anesthésie loco-régionale. Alors, un petit peu d'histoire. Je suis allé un peu trop vite ou... Non. Alors, un petit peu d'histoire. Et c'est là le moment sympa. Globalement, sont arrivés en même temps les deux techniques. Les médicaments d'anesthésie loco-régionale et les techniques de rachis. Alors, quel est le premier anesthésique local qui a été synthétisé? Alors, l'histoire, c'est les Espagnols en Amérique du Sud, ils avaient des mines. Et ils devaient faire travailler les Indiens dans les mines.
Et ils sont aperçus que les Indiens qui mâchaient une feuille particulière, ils avaient la patate. Ils avaient la patate. Et donc ils donnaient des feuilles de cet arbre à leurs esclaves pour... bon, c'est pas arrivé jusque dans les mines du Nord, je vous rassure. C'était plutôt l'alcool chez nous, mais bon. Et ils se sont aperçus aussi que quand ils mâchaient ces feuilles-là, ils avaient une insensibilité de la bouche. Et là, on s'est intéressé au premier effet, mais surtout au deuxième médicament. Et donc c'est la feuille de coca. Et donc on a synthétisé la cocaïne. Le premier anesthesie local, c'est la coke. Bon, vous n'en pourrez pas en avoir, hein, il n'y en a plus. Donc imaginez la coke. Et c'est pour ça que le Coca-Cola, dans les premières fabrications du Coca-Cola, il y avait de la cocaïne qui était un médicament. Et qui était un médicament qui donnait la banane. Bon. Rapidement, on s'est aperçu que c'était pas bon du tout, du tout. On a gardé le suffixe caïne et on a synthétisé la novocaïne, la lidocaïne, la bupivacaïne. Et tous les anesthésicides locaux que vous allez rencontrer sont issus du médicament princeps qui s'appelle la cocaïne. Et pour aller plus loin, pour vous raconter une petite anecdote, la cocaïne donc, qui a été synthétisée par des médecins autrichiens à Vienne, et c'était utilisé par les ophtalmos. Ils mettaient ça en topique. Bon, les internes de l'île savent, je raconte toujours cette anecdote. Et notamment à Vienne, il y avait un médecin célèbre à l'époque qui a fait la théorie des rêves. Il s'appelle Sigmund Freud. Et Sigmund Freud a manipulé la cocaïne. Et Sigmund Freud était cocaïnomane. Donc je pense que si on peut se dire que la théorie des rêves elle est issue de la cocaïne, on fait des raccourcis un peu rapides, mais bon voilà. Donc très intéressant de se dire que Monsieur Beer a injecté le premier anesthesie local intratécal en 1899, technique très à la mode, en France aussi, Jean Sicard, et dans les congrès de chirurgie des années 20, il y avait des pans entiers, on parlait de rachianesthésie à la cocaïne, c'était génial. Bon, voilà, il y a beaucoup de chirurgiens qui ont dû être cocaïnomanes au début du XXe siècle. Bon, principal effet secondaire terrible, les céphalées. Donc là, aujourd'hui, quand on est autour de 1% de céphalées, on stresse un peu, on se dit oh là là, j'ai raté mon truc. Pour là-bas, à l'époque, c'était entre 50 et 80% de céphalées post-rachianesthésie, donc descendant post-PL, en veux-tu, en voilà. Donc imaginez la taille des aiguilles qu'ils devaient utiliser. L'abord péridural, c'est que dans les années 20, les années 40, mais surtout, ce qui va changer l'anesthésie périmédulaire, c'est M. Thuy, Édouard B. Thuy, qui va inventer une aiguille avec M. Hubert, qui s'appelle l'aiguille de Thuy. Et M. Hubert, lui, il a gardé l'aiguille de Hubert pour les chimios et les packs. Et ça, l'aiguille de Thuy, elle va amener l'abord de l'espace péridural, sans aller trop loin, parce que l'idée, c'est de ne pas aller trop loin, pour pouvoir faire cathétériser. Mais vous voyez que c'est quand même assez ancien. Assez ancien. Les matériels modernes, bon voilà, vous allez apprendre à connaître une aiguille de rachis qui est plutôt petite maintenant et assez fine, avec une pointe crayon pour limiter les douleurs de céphalée post-rachis. Et c'est vraiment l'importance de la forme de l'aiguille plus que sa taille. On peut chipoter, vous verrez des anesthésistes qui jurent que par la 25 gauche, d'autres qui font que de la 27. Bon, ce qui compte, c'est que vous ayez une pointe crayon. Voilà. Et pas le pieu que les neurologues utilisaient. Alors même les neurologues ici sont mis, hein, ils ont compris que les anesthésistes, ils leur avaient appris un truc. Les aiguilles de Thuy. Et puis bon, la deuxième chose, c'est qu'on s'est dit, bon, c'est bien la coke, ça va pas. Donc là, l'image, c'est une feuille de coca. Hein, vous voyez, bon, c'est tout ce qui reste pour nous. Mais... Et on a inventé la lidocaïne. Ah, c'est un médicament que vous connaissez, la xylo, tout le monde connaît. Mais la xylo va fêter bientôt ses 80 ans. C'est très moderne comme médicament, mais en fait, c'est très efficace. C'est l'anesthésique de référence. Et tous les anesthésicides locaux qui sont sortis, globalement, sont sortis dans les années 40-60. Et même la ropie, le naropène que vous connaissez, que vous allez utiliser, bon, c'est que la forme lévogir de la bupivacaïne qui est sortie en 1963. Mais comme la bupivacaïne avait très mauvaise réputation, très puissant, très toxique, très dangereux, personne ne voulait l'utiliser à part les anesthésistes. Sauf que là, maintenant, on a démocratisé la loco-régionale, on fait des infiltrations, on met des cathés de péri qu'on utilise en post-opératoire, on met des cathés d'analgésie. Et en sortant la forme lévogir de la bupivacaïne, on a démocratisé l'utilisation des anesthésicides locaux. Donc retenez que le plus rapide, c'est la lido, le plus puissant, c'est la bupi, et le plus maniable et qui a été démocratisé, c'est la ropie et la lévo que vous utiliserez sans doute larga manu, comme on dit.
Alors ensuite, on s'est dit, bon, très bien, c'est bien, on peut utiliser les CX-Gluco, on a des cathéters de péri qui sont de mieux en mieux, mais on va optimiser. On va optimiser, on mettait trop de concentration, on a baissé les concentrations, on a commencé à faire des SAP, des seringues autopulsées, on a potentialisé, on a mis de la morphine, alors ça devient un petit peu contradictoire parce qu'on fait de l'épargne morphinique en mettant un peu de morphine, mais vous savez très bien que dans cet endroit-là, on met des doses très très faibles de morphine. Et puis arrivent les années 2000, et donc c'est vous, c'est la génération 2000, c'est vous. Et là, on fait de l'assurance qualité. C'est-à-dire que je compare souvent, moi, l'anesthésie à l'aviation. Vous savez, en 1927, Lindbergh a traversé l'Atlantique de New York à Paris, et il avait son sandwich à l'arrière pour manger sur la route. Et puis surtout, il pilotait à vue. Il regardait au-dessus de la carlingue, voir ce qu'il voyait. Puis il y a un moment, il a vu la Tour Eiffel, il dit, bon, je suis arrivé. Bon. En 2021, vous n'imaginez pas prendre l'avion avec des conditions pareilles. Mais pourtant, l'avion fera toujours New York-Paris pareil. L'anesthésie, c'est ça. On fait comme avant, sauf qu'on fait mieux qu'avant. Et ça, c'est très important dans une époque où on nous fait croire qu'avant, c'était mieux. Non. Rassurez-vous, vous arrivez au bon moment. Actuellement, c'est top. On a du matos, on a de la qualité, on fait des PCEA, on écoute le patient, on fait juste ce qu'il faut et pas plus. Il y a vraiment une variabilité et une interaction très importante maintenant avec le patient dans sa prise en charge. Et arrive aussi le stéthoscope du XXe siècle, du XXIe siècle. Le stéthoscope du XXIe siècle, vous allez mieux le manipuler que moi. Ça s'appelle l'échographe. Et ça, vraiment, ça a changé. Bon, je vous passe sur les protocoles et ce qu'on pourrait faire comme... Voilà. L'écho-repérage, c'est génial. Hein, la ligne de Tuffier qu'on vous a appris, là, L3, L4, bon, vous oubliez, hein, ça sert à rien du tout. Depuis qu'on fait de l'écho, on s'aperçoit que la ligne de Tuffier, c'est du vent. Voilà, moi la ligne de Tuffier, mon collègue m'a fait, c'est L1, je suis en L1 quand on a la ligne de Tuffier. Non, l'écho-repérage, où on commence du sacrum et on remonte. Typiquement chez cette patiente, pour faire la ligne de Tuffier, vous pouvez y aller. Mais on sort l'appareil d'écho, et on fait du écho-repérage pour savoir où on est. Bon, il ne faut pas commencer par ces patientes-là. Je vous le dis tout de suite, prenez-vous les uns les autres, c'est plus facile. Ou alors, il faut avoir... non, je vais parler d'échographie, bien sûr. Alors j'ai dû sauter une diapo, non? Voilà. Donc, vaudrait mieux faire une écho à Madame Hepburn que à cette patiente. Et pour rechercher, alors, effectivement, bah, on va vous décrire dans les bouquins comment c'est beau, comment on voit bien, voilà, le ligament jaune, là, il est à 4 cm. Alors, bon, je vais... trahir un secret, c'est mon ligament jaune, hein, c'est pas celui de Madame Hepburn. Vous savez. Bon voilà, 3-4 cm. Bon là, par contre, là, c'est un petit peu plus compliqué. Va falloir faire confiance. Hein, et globalement, bon, là, on pense que peut-être ici, il y a quelque chose. Et là, bon bref, 6-7 cm. Et puis, on fait notre technique. Et là, on fait une péridurale à 7 cm. Puis, on se dit, bah, on va faire une périrachie combinée. On va aller mettre notre aiguille de rachis dedans. Tuc, pour être sûr que derrière la TUI, il y a bien le LCR. Et là, il y a du LCR. Et on est super content. Parce que finalement, on a fait en une technique 2. C'est-à-dire qu'on a mis notre cathéter de péridurale dans cet espace-là. Et l'aiguille de rachis que vous voyez là, elle a permis dans un tout petit trou d'aller piquer le LCR. Et ça, l'écho, vraiment, ça ne sert pas à faire les techniques de périmédulaire, mais pour faire du repérage, pour se rassurer, pour se déstresser, c'est génial. Et il faut tanner vos vieux anesthésistes en disant bah, il faut faire de l'écho, on nous a dit que c'était bien. Alors sur l'arachie, c'est une technique qui est très très utilisée pour avoir des blocs étendus. Bon, n'oubliez pas qu'il faut quand même interroger les patients pour rechercher une diathèse hémorragique. L'hémophile, on ne lui fait pas de périmédulaire. Hein. L'espace péridural, il y a quand même des vaisseaux. Et puis à côté des vaisseaux, il y a la moelle. Donc si on fait un hématome et que ça comprime la moelle, ça ne se passe pas bien. Mais on peut avoir des blocs très étendus. La césarienne, on fait une rachie anesthésique qui peut monter jusqu'en T4. Donc c'est impressionnant au niveau de l'efficacité. Si on veut faire une chirurgie anale ou une thrombose hémorroïdaire, L5 et 5, ça nous suffit. Bon, vous imaginez bien qu'on ne va pas mettre la même dose. C'est simple, c'est efficace, c'est rapide. Voilà. Et l'humidité, bah, des fois ça marche pas, mais au moins à faire, c'est assez simple. C'est un single shot. Le rachis continu, on m'en a parlé quand j'étais étudiant, vous voyez, on en parle encore, mais c'est pas très développé. Et cette notion d'extension, elle va dépendre quand même du niveau de ponction et surtout
de la position du patient. Jamais de lidocaïne en rachis anesthésie. Vous pouvez utiliser les autres anesthésiques locaux. La péridurale, c'est un geste technique un peu plus difficile. Oui, ça s'apprend, il faut prendre son temps. Mais c'est sympa, c'est complexe. Et l'avantage, c'est que ça fait de l'analgésie post-opératoire. Et ça, pour nous, c'est génial dans la réhabilitation, dans ce qu'on peut mettre en place. Ça a des petits inconvénients parce que c'est du matériel qui est dans le dos pour le patient. Mais bénéfice-risque, chirurgie carcinologique de l'œsophage, on va mettre une péridurale thoracique. Chirurgie du côlon, on va pouvoir mettre des péridurales. La femme enceinte, on met des péridurales. Donc c'est vraiment une technique qui est assez intéressante pour l'analgésie post-opératoire. Alors quand on met une péridurale, il doit y avoir une obsession, une hantise qui doit tous vous gouverner. C'est qu'il faut être dans l'espace péridural et pas après l'espace péridurale. Je schématise, mais globalement on met 10 fois plus dans l'espace péridural qu'on ne va mettre en rachis anesthésie. Donc si notre cathéter de péridurale il est dans l'espace intrarachidien, vous imaginez la complexité. Donc il faut faire ce qu'on appelle une dose test. Il faut toujours tester sa péridurale pour être sûr de ne pas être dans l'espace intrathecal. Il y a des vaisseaux, ça peut être en intravasculaire, c'est pas le problème. L'intravasculaire, il se passe jamais rien. Maintenant, vous apprenez à mettre de la lidocaïne en intraveineux et on devrait se stresser des anesthésiques locaux. Non. Par contre, si c'est en intrarachidien et que là vous avez une rachie totale, c'est très dangereux. Donc la dose test, toujours avoir l'idée. Il n'y a pas de consensus, 3-6 ml de lidocaïne, 30-60 mg. Mais ça, c'est l'assurance qualité. 99 fois sur 100, vous le ferez sans arrière-pensée. Une fois sur 100, là, je suis pas sûr. Je vais tester ou je vais appeler mon senior, mais je vais tester et je vais être sûr. Parce qu'après, la péridurale, on va l'utiliser un certain temps. Donc ça, c'est vraiment un gros message. La péri, c'est la péri. La rachis, c'est la péri. La rachis, c'est vraiment deux choses différentes. Donc on injecte un anesthésique local, vous l'avez compris. On met un peu de morphinique, ça potentialise. Alors, les morphiniques ont pour but de potentialiser les anesthésiques locaux. Donc du coup, on met moins de doses d'anesthésique local pour un même effet. Bon, bah c'est sympa, c'est l'objectif en fait. Donc vous allez apprendre des sauces, voilà, en chirurgie. Donc ça c'est de l'anesthésie, en analgésie. Voilà, et vous voyez tout de suite que quand on regarde la colonne de gauche versus la colonne de droite, ben à gauche on met des doses plus importantes, à droite on met des doses moins importantes. Le but du jeu c'est de l'analgésie versus l'anesthésie. Et après, ben, vous allez voir, il y a des gens qui adorent la ropivacaïne, il y a des gens qui aiment bien la bupivacaïne. Moi je dis dans votre internat, il faut apprendre à utiliser tous les médicaments, avoir toutes les chapelles, et puis après vous ferez votre propre opinion de qu'est-ce qui est bien ou de qu'est-ce qui n'est pas bien. Je taquine souvent les internes quand ils arrivent en stage chez moi, de savoir qu'est-ce qu'ils ont déjà utilisé comme anesthésique local. Voilà, et ils savent maintenant, ils le savent, hein, ils se passent le mot maintenant, et ils disent non, il faut dire ça. Ouais. En maternité, on a aussi des protocoles. Oh, là j'appuie, mais... Ah, j'étais un peu plus loin. Voilà, on a aussi des protocoles. Oui, vous allez voir. La dose, toujours la dose. Vraiment, les anesthésiques locaux, ce sont des médicaments. Ne l'oubliez jamais. Vous allez en rencontrer un tas de gens qui les utilisent et personne ne sait que c'est des médicaments. Bon, j'ai mis ce que j'avais, quoi. Mais non, en fait, réfléchis. Vous savez, quand vous êtes externe et que vous suturez une plaie aux urgences, hein, vous commencez, vous faites le local, puis après vous suturez, le patient a mal, et puis au dernier point, il a plus mal. Ah oui, c'est vrai ça. Bah, parce que le médicament, il lui faut un certain temps pour agir, quoi. Et sauf que bah, on est sous pression. Et... Alors, dernier petit point, bon, c'est fini. Mais il me reste deux diapos. Le plus difficile, ça va être de gérer votre péridurale. Et ça, j'aime bien insister. Vous êtes des médecins. Vous êtes des médecins jeunes, motivés. Et il ne faut jamais oublier ce caractère intellectuel de notre métier. Nous ne sommes pas des techniciens de l'anesthésie, nous sommes des médecins anesthésistes. Et donc quand la péri ne marche pas bien, quand il y a un petit problème, eh ben, il faut réfléchir, il faut se poser des questions, il faut s'interroger. Et ça, c'est vraiment le training permanent de cette remise en question qui nous aidera. C'est une collaboration avec l'Hésiade, ça c'est vraiment très important, qui eux vont être sous notre responsabilité, mais celui qui réfléchit, au départ c'est nous. Donc,
L'objectif de l'anesthésie périmédulaire, vous avez compris, c'est d'abord de maîtriser le geste technique, et vous allez l'apprendre au fur et à mesure de cet internat. Gérer les anesthésiques locaux et apprendre à les connaître, je vous en supplie. N'utilisez pas les recettes toutes faites qu'on va vous donner, critiquez-les, révisez, lisez des articles. N'oubliez jamais que quand on fait une technique d'anesthésie périmédulaire, on doit accompagner le patient. Le verbal, alors le verbal ça va être simple, vous allez l'apprendre, mais le paraverbal. Vous savez, les patients ils sentent, hein, quand c'est la panique, le stress au bloc, et tout va bien madame, tout va bien, mais non, il se passe quelque chose. Notre attitude, un en dit long. Alors, je vous rassure, ils vont être indulgents avec les jeunes, ils vont être plus exigeants avec les vieux, bon, bah, c'est la sagesse peut-être, mais... Donc, on a le droit d'être stressé. Il faut juste être le plus empathique possible avec le patient. L'humilité est le maître mot de nos pratiques médicales, et ça, je terminerai par ça, c'est vraiment le plus important. On peut faire une rachie qui ne marche pas et devoir endormir le patient. On peut faire une technique de l'ocorégional qui est géniale. On peut faire ce qu'on veut. Ce qui compte, c'est que le patient soit satisfait. Et pour moi, ça, c'est le maître mot, la satisfaction des patients. C'est ce qui fera notre valorisation. Merci à vous.